tout le monde! Petit aparté, avant de commencer cette vidéo, vous le voyez j'espère, j'ai changé mon background de vidéo, alors j'espère que ça vous plaira. Ce sera le background de vidéo que vous aurez tout le temps où je serai en France. Mais bref, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est tout autre, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, on va réagir à une vidéo de Laurent Cassia. Pour ceux qui connaissent pas, mais ça m'étonnerait, c'est un youtubeur qui vit en Corée, qui parle de la Corée, qui fait des vlogs, qui a un enfant maintenant avec sa femme coréenne. Et il y a un peu plus d'une semaine maintenant, il a réagi à la vidéo de Louis San et de Tev sur leurs 15 raisons de ne pas habiter au Japon. Alors j'avais eu cette idée justement de faire une réponse à Louis San en parlant du coup du point de vue de la Corée pour pouvoir un petit peu voir les différences de culture entre les deux pays. Mais au final, Laurent Cassia a sorti sa vidéo sur le sujet. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser tout simplement des choses que lui dit également dans sa vidéo pour qu'on puisse un petit peu voir différents points de vue sur deux personnes qui ont vécu en Corée, mais deux personnes quand même assez différentes puisque Laurent Cassia, comme je vous l'ai dit, est marié avec une coréenne, il a été dans beaucoup de pays d'Asie et il a surtout une vie de youtubeur, en tout cas de ce qu'on voit là-bas. Moi, mon expérience à moi, c'est le point de vue déjà d'une fille, donc je pense que sur certains petits points, on n'aura pas forcément le même vécu. J'ai également été étudiante, donc j'ai une expérience d'étudiante, de jeune en Corée. Bref, je m'arrête de parler et on va tout de suite du coup voir ce que Laurent Cassia a dit dans sa vidéo. Le traitement des déchets. Le traitement des déchets au Japon, alors il y a les combustibles, les non combustibles, le recyclage, donc du coup c'est tout ce qui est poula, et enfin les encombrants. En fonction des quartiers, il y aura des conduites à adopter qui seront différentes. Faites des bennes à ordures, parce que là vous croyez que j'ai jeté mon sac plastique, c'est dégueulasse dehors comme ça, mais non, c'est ce qu'il faut faire. Quand on habite dans les petits bâtiments de ville, les petits bâtiments en 3-4 étages, là effectivement on met tout dans des sacs plastiques qu'on pose directement devant le bâtiment. C'est divisé à ce moment-là en 3 poubelles, on a les déchets alimentaires, les déchets recyclage et tout ce qui n'est pas recyclage. Quand tu habites dans les grandes résidences, c'est-à-dire ces grandes tours, enfin voilà, ces grandes résidences privées, là c'est pas chacun qui descend en bas du bâtiment qui jette ses sacs plastiques comme ça. Là pour le coup on a des grosses bennes à ordures qui sont divisées pareil en plusieurs catégories. Alors pour le premier point, déjà ce que Laurent Cassia a dit, je suis totalement d'accord avec. Je n'ai juste personnellement pas l'expérience de vivre dans des petites maisons à part, j'ai toujours vécu dans des grands buildings, dans des office-tels ou des one room. Donc moi personnellement j'avais le système de tri des poubelles avec les 15 000 trucs à trier. La grande poubelle on va dire de base, le sac plastique qu'on achète et dans lequel on doit mettre les déchets basiques on va dire, et après le reste, tout ce qui est du recyclable, on doit le trier dans des poubelles différentes. Donc il y a les canettes, donc tout ce qui est fer, ensuite on a les plastiques type bouteille, on a des plastiques qui sont plus type les plastiques de bento, le polystyrène, tout ce genre de choses. Il y a bien évidemment les poubelles pour le verre, et il y a, et ce que personnellement je déteste, les poubelles de nourriture. Donc personnellement, je trouve ça bien, le système de tri. Au début c'est un petit peu chiant, mais je trouve qu'on s'y habitue assez vite et au final c'est quand même assez cool pour l'environnement. Par contre vraiment, le truc que moi personnellement je déteste, comme vous l'aurez deviné, c'est la poubelle pour la nourriture que... Il y a encore des sacs plastiques, on en voit encore, mais tout le temps du plastique ici. Hier cette image de voilà, on trie, on est super clean et tout. Bon, c'est pas, voilà, donc voilà, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu au Japon. Et en Corée la même chose, alors pour le coup, dans tout ce qui est convenience store et supermarché, ils donnent plus de sacs plastiques. Si tu veux un sac plastique, faut que tu payes. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est légumes, fruits, c'est du plastique dans tous les sens. Quand tu commandes à manger, ben voilà, c'est du plastique encore dans tous les sens. Comparé à la France, la Corée du Sud continue à utiliser énormément de plastique sur tout ce qui est produits emballés. Surtout quand vous allez au convenience store, vous verrez qu'il y a pas mal de plats qui sont emballés, suremballés. Les fruits également, par exemple si vous voulez acheter du raisin, ça va être dans une barquette et ça va être sous plastique. Le plastique a quand même eu une petite évolution, on essaie d'en consommer moins. Par contre, comparé à la France, c'est vrai que... surconsommation de plastique. Après, est-ce que c'est un point positif, un point négatif? Certes, c'est un point négatif pour l'écologie. Par contre, très clairement, ça ne change pas du tout le mode de vie, en tout cas ça n'apporte pas quelque chose de négatif dans sa façon de vivre de tous les jours. Donc en tout cas pour moi ce n'est pas une raison pour laquelle je ne voudrais pas vivre en Corée. Le logement. Lorsque tu dois louer un appartement, il y a la caution, il y a le loyer bien sûr, il y a l'entente que tu dois avoir, le contrat à signer, tout ça, mais il y a aussi quelque chose qu'on appelle le leaking. Et le leaking, qu'est-ce que c'est? C'est
1 à 3 mois de loyer que tu offres au propriétaire. Alors en Corée, pour le coup, il n'y a pas ce qu'il dit là, le Liekin. J'ai déjà dit dans mes dernières vidéos sur les appartements, mais c'est très simple de... Enfin c'est simple, non, c'est compliqué de trouver un appartement en Corée, mais les démarches par contre, une fois que tu as trouvé, sont très très simples. Là pareil, je suis totalement d'accord. Quand vous voulez trouver un appart en Corée, c'est franchement très très facile. Vous avez juste à aller en agence, vous allez trouver très très rapidement, sauf si bien évidemment ce que vous demandez n'est pas disponible. Mais c'est vrai que tout se passe très très vite, même pour ce qui est de la signature, du contrat de bail, des assurances, etc. etc. C'est vraiment très très rapide et très facile, même si vous êtes étranger. Pour ce qui est du loyer également, je trouve que comparé à la France, c'est vraiment très très peu cher. Par contre, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que, comme Laurent Cassiel l'a dit, la caution est vraiment énorme. Ça peut vraiment aller jusqu'à des sommes astronomiques. Et c'est vrai que si vous n'avez pas cet argent de base, ça peut être très très compliqué, voire impossible si vous voulez vous installer là-bas. Du coup pour moi c'est un peu une raison et pas une raison, dans le sens où si je voulais vivre à Paris, oui certes, en Corée c'est bien mieux, donc ce ne serait pas une raison valable de ne pas vivre là-bas. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous vivez dans une ville un petit peu plus petite en France, ne pas avoir à s'embêter avec une caution énorme en Corée du Sud, c'est toujours plus cool. Donc là, dans ce cas-là, je trouve que, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte quand on veut s'installer en Corée. Un point qu'on a rabâché bien sûr concernant le logement au Japon, c'est l'isolation phonique et thermique. Quand tu es dans des villas, c'est-à-dire les petits bâtiments en ville de 3-4 étages, là c'est vraiment pas ouf. Par contre quand tu es dans des grandes tours, là c'est nickel, il n'y a aucun problème, c'est bien isolé autant thermiquement que phoniquement. Pour ce qui est de l'isolation, je suis pas forcément d'accord, dans le sens où pour moi l'isolation phonique, je trouve, est vraiment très bien en Corée. Le problème par contre c'est, je trouve, sur l'isolation thermique. Et je pense d'ailleurs que c'est pour ça que en Corée du Sud, dans pratiquement, je vais pas dire tous les appartements, mais dans une majeure partie d'entre eux, vous trouverez pour l'été un aircon, donc l'air conditionné, une clim, et le chauffage au sol pour l'hiver. Après, est-ce que c'est une raison valable que je prendrais pour ne pas vivre en Corée? Non, et il y a une seule raison, c'est que même si l'isolation thermique est pas ouf, dans tous les cas, les températures de Corée du Sud sont beaucoup moins extrêmes qu'en France, que ce soit pour l'hiver ou que ce soit pour l'été. Le manque de souplesse. C'est marrant parce que c'est à la fois un bon côté quand t'es dans les règles et donc du coup ça va vite, c'est efficace tout ça, mais d'un autre côté parfois quand tu veux juste un truc qui est un tout petit peu en dehors des règles, c'est mort. C'est quelque chose qu'on retrouve moins en Corée du Sud, les Coréens vont être beaucoup plus souples. Personnellement je n'ai jamais vécu et je ne suis jamais allée encore au Japon, donc je ne pourrais pas vraiment faire de différence entre les deux. Par contre ce que je peux comparer c'est la France et la Corée du coup, et je ne suis pas du tout d'accord avec Laurent sur ce point là, pour la simple et bonne raison que j'ai mon expérience d'étudiante, et c'est un exemple absolument parfait pour montrer que les Coréens, je trouve, ne sont pas vraiment souples sur les règles du tout. À l'école, c'est tout simplement très très strict, même dans un centre de langue qui est fait pour les étrangers. On a aussi également l'exemple pour le corona. La plupart des Coréens ont suivi les règles sans broncher, même si ça ne leur plaisait pas forcément. Le regard envers les étrangers. On va pas se cacher, c'est un peu particulier. T'auras beau vivre depuis des années au Japon, on te considérera jamais comme un vrai japonais. Alors là pour le coup c'est la même chose en Corée. T'auras beau être là depuis 15 ans, parler parfaitement la langue, avoir une famille, un travail en Corée, enfin voilà, être parfaitement intégré. Si t'as pas une tête de Coréen, tu seras pas un Coréen pour les Coréens. Là pour le coup, j'ai rien à dire de plus, et je pense que d'ailleurs la plupart des étrangers qui ont vécu dans un pays asiatique, que ce soit Chine, Thaïlande, Vietnam, Corée, Japon, peu importe, je pense que la majeure partie des étrangers qui sont dans ce cas auront eu cette expérience. Et personnellement, c'est la chose que je vis le plus mal quand je suis en Corée, pas dans le sens où on ne vous considérera jamais comme une Coréenne, puisque ça personnellement, je trouve que c'est pas forcément quelque chose de bien non plus. Certes, l'intégration dans un pays, surtout si vous voulez y vivre, est importante, mais le fait de renier un petit peu sa culture d'origine pour pouvoir vraiment s'incorporer, s'englobaliser dans l'autre culture, moi personnellement ça me plaît pas trop non plus. Donc je n'attends pas et je n'ai pas non plus envie que les gens me considèrent en finalité comme une Coréenne, comme l'une des nôtres, puisque je suis tout simplement étrangère à la base. Donc je trouverais peut-être même ça plus bizarre qu'on me considère au final comme une Coréenne plutôt que comme une étrangère. Par contre là où moi ça me pose un petit problème, c'est le fait que comme vous êtes étranger, vous ne pourrez jamais être invisible. Et ça quand on est touriste, ça passe, c'est cool, les gens vous regardent toujours avec un petit peu de curiosité, donc au final on sent un petit peu les VIP, on sent un petit peu les stars. Par contre, quand vous vivez là-bas, il y a des fois où c'est vraiment
pesant, et des fois très clairement où si on n'est pas de bonne humeur, si je sais pas, si on se trouve moche par exemple le matin, ou si on a juste envie d'aller acheter un truc au supermarché qui est juste en bas en mode pas très bien habillé et tout, et ben c'est vraiment très chiant de pas pouvoir le faire sans prise de tête. On ne peut pas être invisible. On sait que quand on va être dans la rue, quand on va sortir quelque part, vu qu'on n'est pas coréen, on sera forcément regardé et pas forcément jugé, mais en tout cas on aura toujours des regards de curiosité sur nous. Et ça personnellement c'est la plus grande raison qui me ferait plutôt choisir de vivre en France plutôt que de vivre en Corée du Sud. Des expatriés deviennent plus violents envers d'autres expatriés par rapport aux règles japonaises. Il y a eu des débordements durant la Coupe du Monde de rugby au Japon. Tiens, il y avait des Français qui avaient fait un peu n'importe quoi dans un métro. Et en fait les gens qui gueulaient le plus c'était les expatriés en fait étrangers au Japon. Et là pareil, tout à fait d'accord. J'ai juste à dire que les gens, si vous voulez aller dans un pays différent, dites-vous que vous allez être pendant une période le symbole de votre pays en fait, tout simplement. Il y a un mot d'ailleurs pour dire ça, mais... La première chose qu'on vous demandera en tant qu'étranger, c'est pas comment tu t'appelles, c'est d'où est-ce que tu viens. Donc les personnes qui vont dans des pays étrangers pour foutre le bordel, de la part de tous les expatriés qui aimeraient s'intégrer un minimum, allez vous faire cordialement. Faut aussi se rendre compte les moments où le fait d'être étranger est positif pour toi. Parce que ça arrive aussi. Parfois ils sont plus gentils parce qu'ils savent que t'es étranger. Mais c'est quand même un peu plus négatif que positif je pense. Pour moi c'est totalement l'inverse. Moi je trouve qu'il y a ça d'avantages et ça de désavantages. Pour tout ce qui est points négatifs et positifs, je pense que c'est comme au Japon. Du coup, je suis totalement d'accord avec ce que dit Tev. Toute la pression, la compétition qu'il y a entre eux. Quand on est étranger, on n'a pas tout ça. Alors je suis d'accord et pas d'accord dans le sens où être étranger, c'est être différent, c'est être un petit peu unique, et donc c'est sûr que ça peut être un point très positif, surtout pour les métiers qu'ils font en fait, puisque Laurent Cassia, Tev, lui sont des youtubeurs et doivent gagner quand même leur vie un minimum avec leur image, donc je peux comprendre leur point de vue quand ils disent que c'est un avantage d'être étranger au Japon et qu'il y a vraiment ça d'inconvénient. C'est vrai que les Coréens ont beaucoup moins d'exigences envers les étrangers qu'envers les Coréens. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, et je trouve que c'est quand même important de nuancer, c'est tout ce qui est la vie de couple, la vie familiale. Alors beaucoup de gens vont à l'étranger en tant que touristes, donc c'est sûr que dans ce domaine-là, il n'y a pas vraiment de problème. Par contre, pour les gens qui sont comme moi, qui veulent s'installer dans un pays à long terme, qui ont une famille, je suis fiancée donc je pense savoir un minimum de quoi je parle, là où c'est plus compliqué en tant qu'étranger et où ça devient un inconvénient, c'est dans le couple. J'ai prévu de tourner une vidéo sur les couples en Corée dans pas très longtemps qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 semaines, donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le sujet, je vous laisserai tout simplement patienter jusqu'à ce que je sorte ma vidéo. Mais pour vous expliquer brièvement, quand on est étranger dans un couple, c'est beaucoup plus compliqué de s'intégrer dans la famille, parce que pour une majorité de familles coréennes encore aujourd'hui, c'est assez compliqué et c'est assez culturellement parlant un choc de accepter dans la famille une personne qui n'est pas de leur culture, et ça pour beaucoup de raisons différentes. Alors après, est-ce que c'est vraiment une raison pour laquelle je ne voudrais pas vivre en Corée? Pas à ce point là quand même. Les courses et la cuisine. Les courses tous les jours. Je sais pas pourquoi, ça doit être dans la façon de vivre, mais en Corée aussi, c'est des courses tous les jours. Les Coréens aiment bien avoir des produits frais et du coup, ça commande tous les jours. Pareil, je ne suis absolument pas d'accord sur ce point. Personnellement, en 2 ans que j'ai vécu là-bas, je n'ai pas fait mes courses tous les jours. Déjà parce que quand vous êtes en Corée, vous mangez quand même pas mal de fois au restaurant en extérieur, et ce qu'il y a au supermarché, ce que vous allez acheter, c'est à peu près la même chose qu'en France, donc ça va être de la viande, des légumes. Les Coréens cuisinent énormément de banchan, de plats qu'ils préparent et qu'ils gardent dans leur frigo, donc non, je ne suis pas d'accord, on ne fait absolument pas les courses tous les jours en Corée. La seule chose que personnellement j'ai eu besoin d'acheter un petit peu plus souvent que les autres choses, c'est le lait, parce que je suis une grosse consommatrice de lait, et c'est vrai que les dates de péremption du lait sont pas forcément très élevées en Corée, mais franchement à part ça, non. Mes courses en Corée et mes courses en France, c'était à peu près pareil. Y a pas de plaque à induction, c'est du gaz, c'est au gaz. Tu peux avoir des plaques à induction si tu veux aussi, hein. Chez moi j'ai des plaques à induction, y a pas de problème. Hein. C'est vrai que tous les apparts en Corée sont équipés au gaz. Si tu veux avoir ta plaque à induction, tu t'achètes ta plaque à induction, mais c'est vrai que sinon par défaut c'est du gaz partout. Et pour les plaques au gaz, pareil, je ne suis pas d'accord, tout simplement parce que le premier appartement que j'ai eu en Corée du Sud qui était à Séoul, c'était des plaques à induction. Je n'ai pas la réponse exacte, mais j'imagine qu'en fait les anciens appartements en Corée ont plus tendance à être équipés de gazinières au gaz du coup, et les appartements qui sont plus neufs tendent un petit peu plus vers les plaques à induction. Au Japon, c'est super dur de se motiver à cuisiner parce que y a les bento tout simplement, il y a les combini, il y a les bento. La cuisine japonaise, ça utilise beaucoup de vaisselle. Au Japon,
ça va être casserole, poêle, couvert, et en plus, grande assiette, petite assiette, un bol de riz, un machin. La Corée-Japon, je pense que c'est la même chose, c'est beaucoup plus simple de se faire livrer. Tu peux commander absolument tout, c'est-à-dire tu peux pas, ah non ça c'est un style de repas, on peut pas, non tout. Et pour la cuisine, c'est vrai, bah là, Corée, Japon, c'est la même chose. T'as ton bol de soupe, ton bol de riz, tous les plats d'accompagnement, tu fais la vaisselle, t'as 30 000 assiettes. Bon bah là personnellement j'ai rien de plus à dire, c'est exactement ça. En Corée franchement, vous allez tous, mais tous c'est sûr, attraper la fièvre de vas-y, la flemme, on commande. Par contre le point négatif, et là je suis encore tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit, c'est la vaisselle. L'importation des produits. Ça, c'est un problème. Tellement d'accord là-dessus. Dès que tu veux acheter un produit qui n'est pas japonais, c'est galère. Là c'est marrant parce qu'en Corée, pas du tout. En Corée, il n'y a aucun problème pour se procurer des produits étrangers. D'une part, parce que la Corée est très ouverte sur le monde, et de second part, les Coréens commandent énormément en ligne. Totalement d'accord, ce genre de problème ça n'existe absolument pas en Corée. Le meilleur exemple, c'est les films, clairement les films hollywoodiens. T'as la sortie US, la sortie globale quasiment monde, et t'as la sortie après japonaise. Pareil, très différent du Japon. En Corée, ils te sortent les films dès que ça sort. Parce qu'en général, les films, ils sortent en Corée avant que de pouvoir les voir en France. Et pour ce qui est des films, Laurent Cassia a très bien expliqué. En Corée du Sud, tous les films sortent avec la date de sortie des USA, je crois. Et les films sortent pratiquement tous avant qu'ils sortent en France. Pour vous donner un exemple, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était Fast and Furious 9, du coup, le dernier, qui est sorti du coup le 14 juillet, je crois, en France, alors qu'il est sorti, je crois, en avril-mai, il me semble, en Corée du Sud. Les voyages intérieurs. Alors, le Shinkansen au Japon, on l'a dit, c'est propre, c'est efficace, c'est à l'heure, mais c'est cher! Taxi, même le train normal, c'est cher au Japon. Gros point fort pour la Corée, que tu prennes le KTX, le train à grande vitesse coréenne, que tu prennes des taxis, des bus ou quoi, c'est très abordable. Là, pareil, je suis tout à fait d'accord, aller en vacances en Corée, c'est tellement abordable. Que ce soit le train, donc KTX comme il dit dans la vidéo, les bus express, les taxis, et même si vous voulez prendre la voiture, tout ce qui est le gasoil et l'essence et tout, c'est vraiment très abordable. Et c'est d'ailleurs, je pense aussi pour ça, que la majeure partie des Coréens s'autorisent beaucoup plus à aller en week-end comparé à ce qu'on ferait en France. Donc là, pareil, très gros point positif pour la Corée du Sud. La voiture. La limitation de vitesse, c'est quoi votre problème? C'est tellement mieux au Japon qu'en France, la limitation de vitesse. Attention, je crois qu'en France, au bout de 3 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, tu te prends une prune. Au Japon, on te laisse de la marge, on n'est pas là à te contrôler, t'as pas un radar tous les 500 mètres. Tout le monde roule au moins 20 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Du coup, t'es en mode, bah du coup, on a le droit de rouler à cette vitesse-là, vu que tout le monde le fait. Et en fait, c'est parce que tout le monde le fait que tu peux rouler à cette vitesse-là. Mais si jamais tu te retrouves seul sur l'autoroute et qu'il y a un flic qui débarque, surprise, là, tu te fais choper. Pour le coup, en Corée, il y a des radars de vitesse absolument de partout. Tous les radars ils sont indiqués, et si jamais tu dépasses le radar de 4-5 km/h, c'est pas grave. Là pareil, je trouve que Laurent a vraiment très bien résumé. En Corée, il y a des radars absolument partout. Par contre, si vous avez une application GPS ou ce genre de truc, vous saurez où est-ce qu'ils sont. Les radars cachés, ceux qui viennent d'être mis et qui sont toujours pas signalés, ou alors les flics qui attendent sur le bord de la rue, ça n'existe franchement pas du tout. Par contre, pour ce qui est de la conduite, très clairement, je trouve ça mieux en France. Conduire en Corée, c'est franchement le parcours un peu du combattant, surtout au début quand vous n'avez pas l'habitude. Et je me sens, en tout cas personnellement, beaucoup moins en sécurité sur la route quand je suis en Corée que quand je suis en France. D'ailleurs, je pense que ceux qui ont déjà pris le taxi en Corée me comprendront tout à fait quand je dis qu'on se sent pas en sécurité. Après, je pense que c'est très clairement un coup de main à prendre au final. Donc, en tout cas, pour moi, c'est pas vraiment une raison pour laquelle je n'irai pas vivre en Corée. Le système de santé. Déjà, on va commencer par les médicaments. Les médicaments japonais, ils sont nazes, y a pas d'effet, ils sont chers. Je pense que son problème, c'est qu'il achète des médicaments dans un espèce de drugstore comme à l'américaine. Quand tu vas chez le médecin au Japon, c'est pas remboursé à 100%. En général, ça me coûte aux alentours de 1000 yens. Et quand tu vas chercher tes médicaments, là encore, t'en as pour à peu près 1000 yens, 7-8 euros. En Corée, je crois pas qu'il y ait des drugstores. Et en Corée, je trouve que ça coûte vraiment pas cher. Genre, autant ce qui est médicaments que ce qui est médecin. Il y a une fois où je suis allé voir un médecin généraliste. J'ai vu un médecin, j'ai passé une radio, j'ai vu un deuxième médecin, j'ai eu une piqûre, tout ça. Et ça m'avait coûté, je crois, 15 balles, un truc comme ça. Je ne sais pas vraiment ce qu'ils considèrent comme des drugstores parce que je ne suis jamais allée au Japon. Par contre, en Corée, des médicaments, vous pouvez en trouver partout. Déjà, si vous allez à l'hôpital, ils vont vous prescrire des médicaments et ils vont vous les donner sous forme de petits sachets journaliers que vous devez prendre, donc ça c'est vraiment le top. Sinon, vous avez bien évidemment les pharmacies qui sont ouvertes et où vous pouvez acheter un peu n'importe quel médicament quand vous en avez envie. Et pour les médicaments les plus connus et les plus, on va dire, utilisés par les Coréens, donc tout ce qui va être un peu l'équivalent du Doliprane, si on peut dire ça comme ça,
vous trouverez également ça dans les convenience stores. Il y a une petite partie sur tout ce qui est rayon un petit peu hygiène, etc. où vous allez trouver des médicaments tout simplement. Par contre, là où je ne peux pas te laisser dire ça, Laurent, c'est pour le prix des médicaments. Alors franchement, Laurent, l'hôpital où tu es allé et qui t'ont fait payer 15-16 balles, donne-moi l'adresse s'il te plaît, parce que la seule fois où je suis allée à l'hôpital en Corée, j'en ai eu pour à peu près 150 € pour une prise de sang, un test urinaire je crois, et des médicaments. Et une consultation, le total 150 balles. Et je précise que je ne suis pas allée à l'hôpital en urgence, c'est un médecin qui était du coup un médecin généraliste à l'hôpital que je suis allée voir avec un rendez-vous. J'ai aussi l'exemple des personnes que j'ai accompagnées à l'hôpital qui ont dû bien banquer, et même mon copain qui est coréen, donc qui a une sécurité coréenne, il a payé quand même assez bonbon pour l'hôpital, donc franchement... Le royaume du paraître. Toute cette apparence à conserver, voilà, sauver les apparences, le tatema et tout ça. C'est pas la même manière de penser entre la France et le Japon, et clairement je suis plus français que japonais. Le royaume du paraître japonais, ça va vraiment être, voilà, je suis irréprochable, je suis vraiment gentil, tout ça. Que le royaume de paraître coréen, ça va pas être ça, ça va juste être, je suis successful. Tout à fait d'accord avec ça. Le royaume du paraître en Corée, c'est surtout sur le succès. Et j'en ai déjà d'ailleurs un petit... Et c'est d'ailleurs un petit peu en rapport avec ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Mais pour moi, c'est quand même un assez gros point négatif en Corée du Sud, parce que montrer sa réussite c'est quelque chose de bien vu et c'est quelque chose d'important en Corée du Sud, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en tant qu'étranger on est constamment épié et du coup on n'a pas non plus la pression de vraiment réussir à aller à un sommet très très élevé. Par contre on n'a pas le droit à l'erreur. Le couple. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça fait quoi d'être en couple avec une japonaise et tout, est-ce que t'as déjà date une japonaise? Jamais, je ne peux pas. Là c'est dommage que Louisa n'ait pas développé un peu plus la partie couple au Japon, j'aurais été assez curieux. Être en couple en Corée, c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment une expérience en fait d'être en couple en Corée. J'aurais pas mieux dit, être en couple en Corée c'est totalement une expérience. Faire des enfants. Il y a quand même un gros défaut pour moi, il y a une uniformisation qui est constante et qui te formate dans un moule et ça me plaît pas. Vous savez tous que l'école en Corée, elle a une mauvaise réputation. Les Coréens sont vraiment en mode, voilà, mon fils doit réussir, ça doit être le meilleur, donc ils les poussent dans cette optique, mais que si les parents sont pas comme ça, le fils, les enfants sont pas forcément comme ça. Là, pour ce point-là, j'ai plutôt tendance à rejoindre le point de vue de Louis. Alors personnellement, je ne trouve pas que l'école en Corée soit un peu vue négativement. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Par contre, là où je rejoins totalement Louis, c'est l'uniformisation des élèves. Là où en France, on aura plutôt tendance à valoriser les élèves sur leur façon de réfléchir et sur le déroulement en fait de leurs réflexions, en Corée du Sud, on ne s'intéresse très clairement qu'aux résultats. Donc les enfants en France travaillent beaucoup plus leur créativité que les élèves coréens. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même un petit peu pénible de parler à des gens qui sont presque tous pareils en fait, qui réfléchissent de la même façon. Alors est-ce que ce serait pour moi une raison de ne pas vouloir vivre en Corée du Sud? Non. Par contre je trouve que ça nécessite quand même un minimum d'adaptation de notre part et de la part des Coréens. Les potes et faire la fête. Voir les potes et faire la fête. Je ne peux pas au Japon. Alors là, pour le coup, Japon, Corée, très différent. Je pense que vous savez tous que les Coréens sont des gros fêtards. Donc là, vraiment faire la fête en Corée, la folie. La grosse folie. Grosse folie. Vraiment grosse folie. La banque. Première chose à savoir, les banques au Japon, elles ferment à 15h. Tu peux payer en carte absolument de partout en Corée. Et au niveau des banques, elles ferment pas à 3h ici, elles ferment à 5h. Matez-moi ce joyeux bordel. Déjà les commissions, il y en a dès le premier retrait. Et en plus, il y a des horaires à savoir. Et en fonction des horaires, le taux de commission n'est pas le même. Si t'es chez une banque, si tu veux retirer un distributeur d'une autre banque, t'as des frais. Voilà, je sais pas si c'est un pourcentage, parce qu'il y a des fois où les frais étaient pas pareils. Il y a des fois j'ai payé 2 €, des fois j'ai payé 1 € de frais. C'est pas trop un problème non plus. Là je suis d'accord sur le fait que la banque en Corée c'est franchement hyper facile. Les banques sont gratuites déjà, pour faire un compte en banque c'est gratuit. Les Coréens d'ailleurs ont 15 000 comptes en banque chacun. Vous regardez dans le portefeuille d'un Coréen, vous allez tomber sur 25 cartes de crédit différentes. Pour ce qui est de la commission, quand vous voulez retirer de l'argent, comme Laurent a dit, c'est franchement pas très cher, donc c'est pas vraiment un problème. Par contre là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait qu'on peut payer partout en carte. C'est absolument pas un point négatif je trouve. Par contre, si jamais vous allez en Corée, ne prévoyez pas que votre carte, prévoyez du cash. Pour moi, ne pas avoir du cash, c'est pas possible. Tout simplement parce que si vous allez au Noraebang, c'est du cash. Si vous voulez acheter dans les food trucks, donc la street food, etc., c'est du cash. Si vous allez dans certains petits shops, dans des villages traditionnels, etc.,
Il y a aussi possiblement des trucs que vous devrez payer en cash. Donc c'est absolument pas un point négatif en soi. Par contre, il faut quand même un minimum y penser, sinon vous pouvez vous retrouver un petit peu dans le caca. Et je vais rajouter d'ailleurs un petit truc qui est assez sympa et que Laurent n'a pas mentionné dans sa vidéo. Si jamais vous avez une carte Kakao Talk, une carte pour le taxi ou pour le bus, du coup les cartes de transport, vous pouvez également payer dans certains endroits avec cette carte, notamment dans les convenience stores, je crois que ça marche, voilà. C'était donc le dernier point de cette vidéo. Au final j'ai trouvé qu'on avait quand même pas mal de points de vue un petit peu différents avec Laurent, et j'imagine du coup que c'est dû au fait que on est tout simplement pas du tout les mêmes personnes et qu'on n'a pas la même expérience de vie. De toute façon, les points positifs et les points négatifs de la Corée du Sud, c'est toujours très personnel. J'espère que cette vidéo réaction vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, bisous bisous.